Bienvenue sur Hybrids, des conversations à propos de l'adoption et des identités hybrides. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer un épisode un peu particulier, car il a été réalisé à 4 mains avec Linda Nguyen, fondatrice de Banmi Media. Banmi Media, c'est un collectif de créatives et médias qui met en lumière différentes identités asiatiques à travers le partage d'histoires inspirantes, de créations audiovisuelles et d'événements culturels inédits. C'est aussi le premier lien que j'ai eu avec l'Asie lorsque j'ai commencé à m'interroger, qui m'a permis de me reconnecter à ma vietnamité et qui, quelque part, est aussi à la jeunesse de la création d'hybrides. Je suis fière de pouvoir vous présenter cet épisode hors série, pensé et écrit avec Linda. Bonne écoute. Je me suis sentie hyper honorée de la part de Zoé Renard de m'inviter à faire cet épisode hors série Banmi Hybrids, parce qu'après l'épisode Back to the Roots, enregistré au Cambodge pour le podcast Banmi, ça m'a semblé naturel de prolonger la conversation avec Davichou à travers le podcast Hybrids de Zoé Renard. Avec Zoé, on a façonné les questions autour de thèmes profonds. Comment raconter une histoire d'adoption quand on n'est pas soi-même adopté ? Comment se relier à ses origines et comment l'interculturalité peut toucher à l'universel. C'est une discussion riche, sincère, que j'ai pris énormément de plaisir à écouter entre Davichou et Zoé Renard et qui donne naissance à ce hors-série Banmi Hybrids. Hello David. Bonjour. Bienvenue sur Hybrids, merci de nous recevoir. Donc moi je t'ai rencontré à l'écoute sur le podcast de Banmi Media par Linda Nguyen sur l'épisode Back to the Roots où effectivement tu évoquais ton retour et ton installation. Qui était fait ici à Phnom Penh, bien sûr. Exactement, au Cambodge. Ça me tenait à cœur de te voir parce que tu es donc réalisateur mais aussi producteur et tu as réalisé un film qui s'intitule Retour à Séoul. Que tu as réalisé il y a en 2022, il me semble. Je l'ai tourné en 2021, il est sorti en 2022. 2022, oui, c'est ça, pardon. Dans lequel, en fait, tu racontes l'histoire d'une adoptée qui retourne dans son pays d'origine et toute la quête qui s'ensuit. Ce qui est plutôt intéressant, parce que moi, je suis donc vietnamienne d'origine, adoptée, élevée en France. Et aujourd'hui, Hybride, c'est un lieu de conversation autour de l'adoption, mais aussi des identités hybrides. Comment tu vas ? Ça va, c'est cool, ça va. Je suis en pleine écriture en ce moment de 2 projets. Je ne sais pas lequel sera mon prochain long métrage, mais ça fait un moment que je suis dessus. Et il y a toujours des hauts et des bas dans l'écriture, ça a des moments où tu es inspiré, des moments où tu ne l'es pas. En ce moment, c'est bien, donc j'en précise sans profiter. Oui, c'est ce que tu me disais, que tu étais dans une lancée d'écriture. Ouais, faut pas que je la lâche là. Et ça prend combien de temps à écrire un film, par exemple ? Franchement, ça dépend. Et là, je le vois avec des amis qui sont plus rapides et d'autres qui sont plus lents ou à la même vitesse que moi, ça dépend. Moi, après, comme tu l'as dit, je suis pas que cinéaste, scénariste, mais je suis aussi producteur, j'ai plusieurs activités. Un film comme Retour à Séoul, par exemple, parce que là, je sais pas comment ça me prendra de temps de faire celui que j'écris là, mais un film comme Retour à Séoul, je l'ai commencé, je pense, vers deuxième moitié 2017 et j'ai fini, le scénario vraiment fini, je pense, début 2021, par exemple, un truc comme ça. Donc ça m'a pris carrément 3 ans, 4 ans pour l'écrire. Et au milieu de ça, j'ai fait plein d'autres trucs, notamment de la production. Et je resserrais vachement les temps où je partais 1 mois en Corée du Sud, parce que j'ai tourné en Corée du Sud, le film, on va en parler. Et donc ça dépend. Mais c'est des longs process parfois, où finalement, même si ça peut être frustrant, en tout cas c'est comme ça que je me rassure, mais en même temps j'y crois, ce temps de maturation, il est utile pour le projet. À un moment, il faut ce temps-là pour que les choses arrivent à trouver leur expression juste et leur endroit, et son positionnement à soi par rapport au film, etc. Voilà, donc en tout cas, à chaque fois ça a été un peu long, mais je pense pour des bonnes raisons. Oui, c'est ce que tu dis, trouver les mots justes, de ne pas forcément réagir à chaud, c'est très important. Et du coup, ça amène ma première question qui est comment tu te sens légitime, comment tu parles d'adoption quand toi-même tu n'es pas adopté ? Ah bah ça, c'était par exemple une des questions que le temps et la réflexion, la réflexion dans le temps m'a permis pas de complètement résoudre, parce que je pense que justement c'est une question tellement difficile qu'elle est peut-être, elle restera irrésolue, mais que j'ai pu développer des stratégies d'approche pour accepter ça et me sentir plus légitime, à défaut de me sentir complètement légitime. Je dirais le Retour à Séoul, la question s'est pas posée au tout départ, parce qu'au tout départ, déjà c'est une première question à se poser. Est-ce que le film, c'est un film sur l'adoption ?
Et moi, c'est pas comme ça. Peut-être qu'il est reçu parfois comme ça, mais dans ma tête, c'est un film qui raconte l'histoire d'une personne. Et il se trouve que cette histoire, elle est inspirée d'une personne réelle, et que cette personne réelle, je la connais, et que c'est mon amitié avec elle et la connaissance de son histoire qui m'a donné l'idée de faire un film centré autour de son histoire. Et donc, c'est comme ça déjà que je retourne le truc pour moi en me disant, c'était pas la question de faire un film sur l'adoption qui soit représentatif de toutes les expériences d'adopter, mais c'était au départ une histoire qui me touche, où j'ai l'impression que ce que je connais de son histoire, il y a quelque chose qui résonne en moi, et sur une intuition, je me dis, tiens, j'aimerais bien raconter ça. C'est comme ça que c'est parti. Après, le deuxième point de légitimité pour moi, c'est l'acceptation de la personne. Ça veut dire que la personne qui a inspiré l'histoire de Retour à Séoul, elle s'appelle Laure Badufle. On s'est rencontrés dans nos études en région parisienne vers 2004-2005. Et quand j'ai eu l'idée, j'ai eu l'idée de faire le film il y a très longtemps, lors d'un premier voyage en Corée du Sud, pour moi, alors qu'elle y avait déjà vécu 2 ans et qu'elle est retournée en France. Et elle est venue avec moi lors de ce premier voyage. Moi, je venais présenter un film que j'avais fait au Cambodge. Et elle est venue avec moi. On a fini par rencontrer son père biologique coréen qu'elle voyait, elle, pour la 3e fois. Et c'était en 2011. Et à ce moment-là, je me suis pas dit, je vais faire un film sur la question, mais j'ai eu tout de suite l'idée de, waouh, j'imagine un film sur ce qu'on a vécu là, la rencontre et tout, et je sens que c'est quelque chose de fort et que j'ai pas souvent vu au cinéma. Et il m'a fallu du temps, j'ai fait d'autres films entre-temps, et en 2017, j'en ai parlé, au moment où je cherchais quel sujet faire pour mon prochain film. Et le fait qu'elle ait tout de suite répondu enthousiasmement en disant « Mais oui, carrément, fais un film sur cette histoire, je suis hyper partante », ça m'a tout de suite décomplexifié, entre guillemets. Mais ces questions-là de légitimité, elles sont revenues après. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que ça prend du temps. Je me dis « Ok, j'y vais ». Donc je commence à discuter avec elle, elle commence à me raconter son histoire, on échange plein de mails, je me prends un peu de recul pour construire après et de me renseigner par moi-même. Mais au bout d'un moment, la question me repercute en disant « Mais attends, qu'est-ce que tu fais? T'es parti bien en tête, mais qu'est-ce que tu connais vraiment intimement et émotionnellement de l'expérience d'un ou d'une adoptée ?» Et le fait que j'en ai rencontré beaucoup m'a amené à la fois à plus de connaissances et aussi plus de distance, à me rendre compte que c'était pas mon histoire. Donc c'était une complication. Et est-ce que j'ai pensé à abandonner dans le processus de fabrication, notamment d'écriture, à cause de ça? Pas abandonner, mais il y a des moments où j'ai eu des vrais doutes en me disant, en me demandant est-ce que je fais le film pour les bonnes raisons? Est-ce que j'avais bien mesuré la responsabilité, ou qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai l'impression que je peux raconter cette histoire-là de façon juste? Comment elle sera reçue aussi, ouais, c'est vrai. Même si on sait jamais, de toute façon, quand on fait un film, l'écho qu'il aura, et ça se trouve, il sera très confidentiel, et finalement. Et après, en fait, c'est le fait de m'être documenté moi-même, d'avoir fait beaucoup de recherches, d'avoir rencontré, pas juste lu des livres et vu des films, mais rencontré beaucoup d'adoptés, notamment coréens, en Corée du Sud, mais aussi en France, d'être devenu ami avec d'autres aussi, d'avoir discuté tout le temps. Du coup, j'étais en écriture, donc je leur posais plein de questions, et petit à petit d'avoir emmagasiné un peu cette matière-là, de m'être entouré aussi dans la fabrication du film, pas forcément d'adoptés coréens, mais de gens qui connaissaient cette histoire, qui avaient travaillé dans le HALT, le centre d'adoption que je représente dans le film, mais aussi des adoptés coréens, dont par exemple l'actrice Emeline Briffaut, qui joue le rôle de Lucie dans le film, un des personnages secondaires. Tout ça m'a aidé à me sentir plus légitime au moment de le faire. Ouais. Mais c'est une question, franchement, et notamment quand même le film est fini et que tu vas le montrer, qui te brûle un peu le ventre. C'est-à-dire le moment où, par exemple, la première fois où on l'a présenté publiquement, mais aussi quand, avec Laure Badufle, on l'a présenté en présence d'une asso d'adoptés internationaux, pas que coréens, où j'ai fait d'autres projections organisées avec Racine Coréenne, qui est une association assez connue en France qui regroupe des adoptés coréens. Bah là, ouais, tu flippes un peu parce que tu espères que les gens vont se retrouver et vont trouver que tu as traité cette histoire avec respect et avec une certaine justesse, même si tu sais très bien que ça fera jamais plaisir à tout le monde. Donc, même aujourd'hui, tu vois, quand tu me dis tu veux faire une interview sur cette question-là et tout, comme je suis passé entre guillemets à autre chose, que je suis en train de me projeter sur un autre film, je me dis, j'espère, je t'ai dit direct dans le texto, peut-être que tu dois plutôt interviewer Laure, je sais pas si je suis bien placé pour en parler. Ah, c'est des questions qui sont tout le temps là, quoi. C'est sûr, et en même temps, je pense que, donc, moi-même, en tant qu'adoptée, je me pose toujours la question de la légitimité, de est-ce que je peux faire ça, parce que forcément, je ne représente pas tous les adoptés. Ouais. Mais donc, en fait, oui, ça amène ma deuxième question, qui est, ça m'a donné l'impression que ton film était quelque part un film initiatique, où en fait, donc, effectivement, l'adoption est une sorte de prétexte, mais c'est
un film qui parle à une cible beaucoup plus large, en fait, parce qu'on voit une jeune femme qui grandit, qui se construit, qui se cherche. Comment tu as formulé ce passage à l'âge adulte? Quelle quête tu as voulu mettre dans ce film? Mais comme je disais, ça prend du temps d'écrire un film aussi pour comprendre qu'est-ce qu'est le film et qu'est-ce que organiquement il va, voire il veut devenir. Comme si un film, à un moment, ou une œuvre d'art a sa volonté propre et elle finit par s'exprimer. Et dans ce cas-là, je sais pas si Freddy, c'est exactement, je dirais, le passage de l'âge adulte, parce qu'au début du film, elle a 25 ans, bon, elle est majeure, quoi. Mais effectivement, il y a une maturité, il y a quelque chose qui passe par le temps du film, puisqu'il se passe sur 8 ans, en fait. Le film, il y a 3 parties, il y a un épilogue, donc c'est sur 8 ans. Et on s'attend pas à ça, peut-être, quand on voit le film au début, parce qu'on se pense que ça va être peut-être juste ce premier voyage, etc. Et puis finalement, le temps se déroule presque en nous surprenant. Et ça, je l'ai ressenti intuitivement assez rapidement dans le début de l'écriture, quand je puisais encore une fois dans l'histoire de mon amie Laure, et je voyais comment ces transformations par le temps et par à chaque fois la façon dont elle a réapproché les mêmes questions, des questions différentes, enfin, les mêmes questions de façon différente, elle s'est réinventée, elle a changé presque 1000 fois de vie, et ça, et à chaque fois toujours quelque part en se positionnant par rapport à ce trou noir que représente quand même ce trauma original de l'abandon. Pour moi, ça pouvait se passer que par le temps. Et donc, du coup, c'est un personnage effectivement qui traverse le temps et il se passe quelque chose, une compréhension des choses, y compris le fait qu'elle trouvera peut-être jamais de réponse avec le temps. Et c'est en ça que tu disais que le film, je sais pas si c'est un prétexte de l'adoption, mais c'est sûr que le film et le personnage de Freddy, en tout cas en l'écrivant moi qui ne suis pas adopté, j'y ai mis des choses aussi de moi, qui veut dire qu'à un moment, elle est plus large que le ou ce qu'elle vit est plus large que juste son histoire d'adopté. Et c'est que ça la question d'un prétexte pour raconter quelque chose qui m'est plus du coup directement personnel, comme la double culture ou le fait d'avoir découvert un pays dont on vient mais dont on ne sait rien. Peut-être que c'est vrai. C'est-à-dire que quelque part, peut-être que je me suis caché moi derrière un personnage fictionnel qui était loin de moi pour raconter quelque chose, y compris inconsciemment, parce que quand je me suis lancé dans le truc, je pensais pas à ça, je pensais vraiment à raconter l'histoire de Laure. Mais quelque part, ça m'a un peu permis, comme un alibi, de raconter des choses perso. Mais je pense qu'en fait, c'est un équilibre et un mélange entre les deux. Ça veut dire qu'il y a vraiment les deux. Il y a la volonté de raconter cette histoire-là et de me plonger vraiment pour essayer de comprendre quelque chose qui m'est loin. Et en même temps, pour pouvoir le filmer, il a fallu que je m'en rapproche. Et pour m'en rapprocher, il a fallu que je cherche en moi des choses qui discutent et qui dialoguent avec l'histoire de Freddy. Et ce qu'on a en commun, quand même, c'est ça. Ça veut dire... parce que moi, par exemple, le film, il commence quand Freddy, elle vient en Corée, elle retourne en Corée pour la première fois, elle retourne à 25 ans, elle connaît rien, elle parle pas la langue. Et moi, la première fois que je suis venu au Cambodge, j'avais 25 ans. J'ai grandi en France de parents qui sont cambodgiens, mais qui avaient décidé de pas apprendre la langue et on a été très, je dirais pas acculturés, mais en tout cas très peu en contact avec la culture cambodgienne, un peu par choix de mes parents, où je suis jamais allé à la pagode, par exemple, cambodgienne. On fêtait pas les fêtes forcément cambodgiennes. On traînait pas, on n'était pas dans la communauté asiatique non plus. Et donc ça fait qu'en arrivant ici à 25 ans, vraiment, tout était très étranger. Et du coup, voilà, ce que Freddy vit au début du film, dans la première partie, il y a beaucoup de choses où j'ai puisé dans mon expérience pour nourrir le personnage. Et du coup, je vois bien aussi dans la réception du film, au-delà des spectateurs qui sont eux-mêmes adoptés et qui sont souvent très émus quand ils voient le film, en s'y retrouvant, parfois ne s'y retrouvant pas dans l'expérience de Freddy, mais souvent j'ai des réactions très, très fortes. J'ai aussi des réactions très fortes de la part de gens qui ont des doubles cultures, qui ont grandi en Occident et qui sont nés pas en Occident, en Asie ou ailleurs. Et partout où j'ai montré le film dans le monde, souvent j'ai reçu des témoignages comme ça de gens qui m'ont dit bah oui, ça raconte quelque chose de mon expérience que j'avais pas vu au cinéma. Et donc, mais bon, j'avais pas ça en tête forcément quand je faisais le film, c'est-à-dire tu penses. Enfin, moi, en tout cas, je pense pas tout le temps à qui je parle, parce qu'avant Retour à Séoul, j'ai fait d'autres films, ils ont été pas vus par beaucoup de gens non plus. Donc, c'est difficile pour moi d'imaginer que je parle au monde entier. Mais de fait, quand tu fais un film, tu exprimes quelque chose, et quand ce truc-là est reçu de façon plus ouverte et plus universelle que ce que tu aurais imaginé, c'est assez plaisant. Oui, c'est un sentiment, surtout quand c'est toi qui partages aussi quelque chose de toi. Enfin, c'est ton Absolument. projet, ton bébé, quoi. Ce que tu disais dans l'épisode Back to the Roots, au micro de Linda Nguyen, c'est que ce qui m'a frappé, moi, et ce qui m'a beaucoup parlé, c'est le moment où tu évoques ton installation à Phnom Penh, où en fait tu dis que
avais une date de départ et que tu t'étais un peu entre et la France et Phnom Penh et que même si tu passais beaucoup de temps à Phnom Penh, tu considérais encore pas, il y avait peut-être une réticence à dire que tu habitais à Phnom Penh. Oui, c'est vrai. Je voulais savoir tu as commencé un peu à en parler, mais quelles étaient un peu peut-être les similitudes entre les parcours de vie de Efredi et les tiens. Donc tu me parlais de cette arrivée dans ce pays à 25 ans. Ouais. Moi, je dirais, il y a plein de trucs, hein, franchement, que je partage avec Freddy et que du coup, je pense que je partage avec Laure, la personne qui a inspiré le personnage, quoi. Je pense que l'un des trucs, c'est un truc lié à l'action et à l'insouciance au départ. Ça veut dire que si j'avais imaginé que peut-être j'allais vivre beaucoup d'années au Cambodge et que ça allait changer ma vie, que j'allais avoir un enfant au Cambodge, ce que j'ai eu il y a 2 ans et demi, peut-être je serais pas allé au Cambodge, en fait. Avec la peur que tout d'un coup, parce que j'avais l'impression que j'avais quand même un équilibre en France, que voilà, j'étais sur ma lancée, je finissais mes études, je voulais faire des films là-bas, etc. Je voulais créer une boîte de prod aussi là-bas, que j'ai encore à Paris. Et donc, si j'avais le sentiment que ça allait complètement bouleverser ma vie, ça se trouve, je l'aurais pas fait, j'aurais été flippé. Et donc, du coup, l'idée un peu insouciante de dire, mais non, mais c'est rien, j'y vais 6 mois, et je pensais y aller 6 mois en plus au départ. J'y vais 6 mois, j'essaie de faire un film là-bas, j'essaie de faire un atelier de cinéma, et puis je reviens et je reprends ma vie. Ça m'a aidé à y aller. Et donc, du coup, et Freddy, elle a vachement ça au départ, elle est très. Et aussi avec cette espèce de surassurance en soi, je pourrais dire, la solidité de son identité, qui évidemment s'effrite assez rapidement, mais du coup, cette espèce d'assurance qui lorgne vers l'arrogance, je pense que j'avais un peu de ça aussi, et ça m'a aidé aussi comme un espèce de bouclier pour venir et dire, mais non, mais de toute façon, et j'avais des discussions comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que Freddy, elle arrive au début du film en disant, mais je suis française, et tous les gens autour d'elle disent, mais non, mais si t'es née en Corée, t'es coréenne, et j'ai compris, c'est ce que j'ai vécu aussi ici, en comprenant au fur et à mesure que culturellement, on pensait les choses différemment. Ça veut dire qu'on m'a éduqué en France, et même aujourd'hui, c'est toujours le cas, hein, même moi pour les générations après les miennes, etc. Mais pour la génération de mes parents, les gens pensent toujours la même chose. Ça veut dire qu'on m'a éduqué à dire t'es français, d'origine cambodgienne, et même ne parle pas la peine. Pourquoi on parlerait des origines? Et même on s'offusque parfois de dire mais pourquoi tu parles des origines? Pas besoin, on est tous français. Parler des origines, c'est déjà montrer qu'on a des différences, etc. Donc comme si c'était tout d'un coup mal poli de ramener ça sous couvert d'un positivisme par rapport à des valeurs qui seraient on est tous égaux. Et au bout d'un moment, on comprend avec le temps, avec l'expérience, avec les exemples, que gommer ça sous couvert de on est tous égaux, en fait, ça amène à l'uniformisation de on est tous égaux, on est tous blancs, c'est le sous-entendu de ça. Et ici, c'est le contraire, et je dis pas que c'est mieux, hein, mais c'est le contraire, où on se présente pas en disant je suis français d'origine cambodgienne. Dans la langue khmer même, on dit Khmer Kat Nebarang, ça veut dire je suis cambodgien, né en France. Je suis sûr qu'au Vietnam, c'est pareil. Et donc, dans la langue même, l'identité est renversée puisque tu seras jamais un Français. Tu es un Cambodgien né en France et c'est ça ton histoire. Et Oui, au Vietnam, on parle des Viet Kieu. Par exemple, il y a même un nom précis par rapport à ça complètement. Et les étrangers qui reviennent. Et les Coréens-Américains, c'est pareil, par exemple. Et donc, ça, c'était intéressant. Et donc, je me confrontais directement à ça quand j'étais là. Et encore, bon, pour revenir à ce que je disais, c'était que du coup, cette certitude qui s'est effritée, elle m'a permis d'être une arme aussi, de plonger et de pas trop me poser de questions et d'y aller. Et après, ce qu'il y a en écho avec l'histoire de Freddy, c'est effectivement que ce premier voyage que j'ai cru qui allait pas plus m'affecter que ça, effectivement, il a quelque part bouleversé ma vie, puisque à partir de ce moment-là, j'ai été entre la France et le Cambodge, je suis retourné 2 ans en France, je suis revenu ici refaire un autre film qui s'appelle Diamond Island, après mon premier documentaire qui s'appelait Le Sommeil d'Or. Et puis, je me suis installé ici, j'ai créé une boîte de prod. Là, on est dans les locaux de ma boîte de prod qui s'appelle Anti-Archive, que j'ai créé avec deux amis. Et maintenant, on est une espèce de collectif d'une dizaine de personnes. Il y a 10 ans déjà qu'on a créé ça. Et que, comme je disais, aujourd'hui, je suis en couple avec une artiste cambodgienne depuis longtemps et on a eu un enfant il y a 2 ans et demi. Donc, évidemment, ça a changé ma vie. Mais, donc, c'est ça. Et ça m'intéressait de raconter ça dans Retour à Séoul, comme une espèce d'épopée. Une épopée qui serait une espèce de relation. Je sais pas, je pensais à un truc, mais je pensais à un film de Xavier Dolan que j'aime beaucoup qui s'appelle Lawrence Anyways. Je sais pas si tu l'as vu. Et qui est une histoire d'amour entre un homme et une femme qui deviennent 2 femmes, mais vraiment qui devient une épopée sur une dizaine d'années, voire plus que ça. Je sais pas combien de temps il dure le film. Et ça me bouleversait ça, c'est-à-dire cette espèce de relation. Et là, c'est comme si Retour à Séoul, ça racontait une relation entre une personne et un pays. Donc la Corée du Sud, et une relation presque addictive, passionnelle, faite de haine et de rejet, et parfois de trop d'amour, et on suit ça sur 8 ans. Vrai, tout à fait, ouais. Et c'est un peu ça, peut-être, que j'ai vécu, de façon peut-être moins passionnelle que Freddy,
Et du coup, pour le coup, dans Retour à Soul, c'est très documenté par des histoires de Coréens adoptés que j'ai rencontrés, qui beaucoup que j'ai rencontrés, avaient cette histoire vraiment amour-haine avec la Corée du Sud, de moments où ils rejetaient complètement et d'autres où ils étaient à fond dans la Corée, à vouloir sortir qu'avec des Coréens ou des Coréennes, à regarder que des films coréens. Et ça m'intéressait ça parce que ouais, je trouvais que c'était un sujet intéressant et peu vu. C'est la relation avec un pays sur le temps et, et comme si c'était un personnage. Mm. Mm. Oui, tu disais que tu avais rencontré beaucoup d'adoptés. Comment tu arrives à sortir des éléments qui t'intéressent? Parce que toutes les histoires sont différentes et en même temps, il y a des similitudes. Qu'est-ce que tu choisis de raconter dans ces rencontres que tu fais? Je me rappelle plus vraiment comment répondre à ça, mais je pense que le squelette de l'histoire, encore une fois, c'était Laure. Donc j'avais déjà le squelette. Donc à chaque fois que je rencontre des gens, il y a une fille qui est une très bonne pote, par exemple, qui s'appelle Sophie Blanc, qui a créé un super club qui s'appelle Soap à Séoul, qu'on m'a présenté, et on est devenus très potes. Il y a un artiste coréen adopté français qui s'appelle Erwan Hagyoon Larcher, c'est lui d'ailleurs qui m'a présenté l'actrice principale du film, Park Jimin. On est devenus potes et il m'a aussi raconté son histoire. Quelque part, c'était aussi parce que j'avais déjà le squelette de l'histoire, donc du coup, c'était qu'est-ce qui pouvait nourrir déjà ce personnage déjà préexistant de Freddy. Et donc, aller chercher des choses, et du coup, les choses font sens un peu organiquement, en fait. On me raconte une histoire, je dis, ah oui, mais c'est marrant parce que le personnage, elle fait ça. Ah oui, peut-être qu'elle pourrait effectivement, je vais m'inspirer de ce que tu me racontes de ta relation avec ton oncle, la première fois qu'il l'a rencontré. Et je posais souvent des questions similaires qui étaient, comment ça s'est passé la première fois que tu as rencontré ton parent biologique quand c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé quand t'es allé au centre d'adoption? Parce qu'ils sont tous, les Coréens adoptés, allés pratiquement dans ce centre d'adoption, puisqu'il est très connu et que. C'est la machine. Holt, c'est le premier, Exactement. c'est la machine, ouais. Exactement. Et ta relation avec les gens, la relation avec le langage, si t'es allé dans la famille biologique, comment ça s'est passé, et des petits détails comme ça qui tout d'un coup viennent nourrir une scène. Et en fait, c'est parce que j'avais déjà un peu le squelette, donc je venais pas à nu, que ça a pu trouver sa place de façon assez organique, je pense. Et après, le processus d'écriture, il est toujours un peu mystérieux et magique. Ça veut dire, tout d'un coup, t'as plein de choses que t'as absorbées. Et quand t'es face à la page, il y a des choses qui vont arriver, tu remplis, puis après t'enlèves. Et ce qui reste, c'est un mélange d'un peu tout ça, quoi. Oui, c'est pour ça que tu me le disais tout à l'heure, que tu as hésité, en fait, quand je t'ai parlé de l'interview. Mais c'est pour ça que je voulais vraiment te rencontrer et en parler avec toi. Parce que aujourd'hui, dans le paysage, en tout cas cinématographique concernant l'adoption, il y a quand même beaucoup de films faits par ni des adoptés, ni des gens racisés. Donc en fait, avoir quelqu'un qui, en 2022, sort un film qui a une double culture, qui peut faire écho avec la nôtre, c'est quelque chose qui m'a intéressée et où je me suis dit, mais bon, faut partager ça, c'est hyper intéressant de croiser nos récits aussi, que ça soit le récit d'une adoptée, le récit des gens issus de la diaspora. Mais c'est intéressant parce que de mon point de vue, alors j'ai pas tout vu évidemment, mais j'ai aussi vu pas mal de films ou d'œuvres qui étaient racontées par des adoptés, comme Couleur de peau miel, par exemple, ou Une vie toute neuve, Tony Lecomte, ou les documentaires de Sophie Brodier. Et tout ça, c'est des films qui m'ont aidé en fait, à aussi construire le film, et donc que je pense hyper important sur la question. Mais je pense qu'en tant que non-adopté, qui effectivement partage quelque chose, comme on en a parlé, c'est pas complètement qui sort de nulle part, en fait, je pense que ce point de vue un peu extérieur apporte aussi quelque chose. Mais ça dépend comment on traite la question, évidemment, et avec le respect, avec le travail, avec le temps passé, avec l'attention. Mais qu'en fait, c'est comme j'ai fait des films au Cambodge, par exemple, sans être né ici, sur des jeunes Cambodgiens nés ici. Donc ce point de vue extérieur, il a des limites, je pense. Et dans Retour à Séoul, sans doute aussi qu'il y a des limites. Et j'en discutais parfois avec des adoptés qui trouvent qu'ils sentent que c'est pas fait par un adopté. Et j'imagine que c'est obligé quelque part. Mais le fait de pas être, ça peut nourrir les choses. Et notamment, par exemple, je me suis posé une question importante pendant la fabrication du film, qui était que l'actrice principale n'est pas adoptée. Parce que Park Jimin, elle est née en Corée, elle arrive en France assez jeune avec ses parents. Elle a une histoire familiale elle-même un peu compliquée qui fait que l'histoire de Freddy, il y a des choses qui font très écho à son histoire personnelle, mais de fait, elle n'est pas ni abandonnée ni adoptée. Et ça lui a posé elle-même des problèmes de légitimité aussi. Oui, j'avais vu une interview où effectivement elle racontait qu'elle a dit oui et puis après elle a hésité. Bien sûr, elle s'est posé des questions, est-ce que je fais bien de le faire, etc. Et jusqu'au bout, je pense. Mais quelque part, ou en tout cas j'ai pris le pli de croire, mais j'y crois,
que c'est ça aussi l'art. Enfin, il y a quelque chose de c'est quoi l'aventure artistique? C'est de se rapprocher d'une vérité qu'on sait qu'elle sera sans doute inatteignable, mais tout l'effort, c'est d'essayer et de jouer le jeu, de s'en rapprocher le plus possible et peut-être que ça, on va toujours l'éviter, qu'on va pas jamais la toucher, mais on va tout donner pour essayer d'y arriver de Au façon la plus plus juste, juste, quoi. ouais. Et et dans l'espace entre justement le fait que ce soit pas nous et qu'on essaye, le film, il naît de ça, quoi, et c'est l'étincelle. Bon, je dis ça et en même temps là, comme je te disais avant qu'on fasse l'interview, j'écris en ce moment un film qui se passe en France, mon premier film qui se passera en France et qui est très inspiré d'épisodes familiaux de mon enfance. Donc là, je me confronte clairement pour la première fois à un matériau autobiographique et c'est pas facile non plus, c'est vrai. C'est Ouais, de pas c'est avoir un cette autre fois-ci travail. la limite de se cacher derrière des personnages qui sont pas soi. Oui, le recul. Et en fait, j'en parlais avec mes parents il y a 2 jours, Ouais. de à quel point tu te livres à un public. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est pas dangereux? Parce qu'on parlait notamment de l'adoption sur les réseaux sociaux. Mhm. Et eux, dans leur position de parents, de me dire: «Mais tu peux pas te livrer autant, en fait, Zoé, parce que Ah ouais? c'est Mhm. sujet à des gens qui veulent t'approcher pour des mauvaises raisons. Ça donne une image peut-être d'une toi, une fille un peu pathétique». Enfin, tu vois? Bah, ouais, je pense que ça raconte surtout les peurs des gens qui expriment ces peurs-là, hein, plus que la réalité des choses, à mon avis. Mais, mais ouais, bien sûr. Moi sur Autoroute Séoul, j'ai mis des choses très perso, mais pareil, encore une fois, je me suis caché derrière un personnage qui est facile de penser que c'est pas moi. Je pense que la personne, je le sais, pour laquelle ça n'a pas été facile quand le film est sorti, c'était Laure, hein. Et ça, Bien on en a sûr, beaucoup ouais. parlé ensemble, on a débriefé, il y a eu des moments difficiles pour elle. Elle était au Festival de Cannes en 2022 quand on l'a montré Un certain regard. Donc, on avait discuté avant, est-ce que tu veux le voir avant? Et elle avait dit, je préfère le voir en même temps que tout le monde. Donc, la première projection publique, donc elle est descendue à Cannes. Mais la salle à Cannes où on monte le film s'appelle la salle de Bussy, c'est 1000 places. Donc 1000 personnes d'un coup qui voient. Et elle a très mal vécu cette projection-là, de son propre aveu, elle me l'a dit après. Ah ouais, OK. Parce que tout d'un coup, c'était voir sa vie et elle a l'impression d'être une vie qu'elle a un peu clos, Mmh. d'une période de sa vie plus difficile, plus violente, où elle se cherchait vraiment, qu'elle pense avoir clos. Et tout d'un coup, elle replongeait dans ça, comme si d'un coup, c'était se voir nu, mais tout d'un coup, jugée par 1000 personnes avec ce Ouais. sentiment d'être jugée. Et ça a été très compliqué. Et maintenant, je pense que ça va mieux. Mais je pense quand même que c'est pas facile, ou en tout cas, c'est pas quelque chose d'évident que le film existe et que les gens le voient et qu'ils savent que c'est lié à elle. Et c'est cette idée-là que le film existe. C'est vrai que quand je le faisais, le film, je, je pouvais anticiper parfois que ce serait, mais pas toucher vraiment la vraie Non, mesure de qu'est-ce que ça peut représenter. Et encore une fois, parce que je ça suis pas devient elle, donc je réel aussi. comprendrai jamais Ouais. non plus ça, tu vois. Pareil, qu'est-ce que c'est d'avoir un film que tu n'as pas réalisé et qui raconte ta vie. Et je pense que c'est une violence, ça, qui, c'est vrai, j'en aurais plus, j'en ai beaucoup plus conscience aujourd'hui que j'en avais confiance à l'époque. Je pense que c'est une violence inévitable et existante, Mmh mh. qui pose une question sur comment on fait les films et la violence qui est générée quand on fait des films. Parce que le film n'est pas non plus documentaire. Non, bien sûr, Donc il est inspiré et bien sûr. et il Bien y a sûr, des il y a faits des qui choses sont qui sont inventées, rajoutés, et cetera, ouais. mais après, ouais, ça reste quelque chose. Quand c'est ta vie, quand c'est ton histoire, tu sais ce Bien qu'il y a sûr, de ton ouais. histoire et c'est là, quoi. Et ce que je voulais rajouter, non, mais c'est par rapport au commentaire de tes parents. Non, moi, je pense que ça, honnêtement, je pense que ça raconte les peurs des gens qui expriment ces peurs-là, leur Mmh. projection à eux, leur hantise à eux, mais que quand on fait les choses, et notamment quand ce que tu le fais avec le podcast, que tu fais à l'âge que tu as, sur une impulsion, en allant dans le pays où tu es né, avec toutes les peurs et toutes les inconnues que ça peut représenter, c'est sûr que cette action, elle a beaucoup de valeur. Elle a de la valeur pour ce que tu produis et pour les gens qui vont écouter, mais aussi pour toi et pour Mmh. ta construction personnelle pour l'avenir. Je peux complètement me projeter par rapport à ce qu'a été mon parcours il y a maintenant 15 ans par rapport à ça. Quand j'ai... Mais donc oui, je pense que il n'y a pas de... Ouais, je pense qu'il faut y aller. Oui, tant qu'on est aligné avec soi-même, et je pense que c'est le plus important. Bon, bien sûr, ne pas se jeter en pâture aux gens, mais bon, avec un certain recul, mais Mais non, mais peut-être parfois aussi se jeter en pâture et après on prend du recul et peut-être qu'il y a des choses qu'on regrette et on le fait différemment et tout ça et tout, mais si sur le moment, l'envie c'est de raconter des choses et de les affirmer, de les assumer face caméra, je pense qu'il faut y aller à fond, quoi. OK, Ouais, je intéressant. crois. Ouais, carrément.
Tu me parlais tout à l'heure donc tu as monté ta boîte de prod ici. Ouais. Tu organises un ciné-club tous les mardis. Donc, Ouais. tu as monté Anti-Archive, ta boîte de prod. Mhm. Donc, ce sont quand même des initiatives qui, quelque part, cherchent à faire rayonner le Cambodge dans ce que tu fais dans ton domaine. Mhm. Je voulais savoir déjà s'il y avait d'autres initiatives que tu avais prises et dans quelle mesure tu penses que ces initiatives peuvent faire rayonner le Cambodge à l'international. Et si c'est le but de ça? Non, c'est pas le but pour moi. En tout cas, c'est pas je le mets pas comme ça, moi et mon équipe, parce que je suis pas tout seul. On le met pas comme un but comme ça de faire rayonner un pays. C'est une ambition qui est presque trop haute, je trouve. Et peut-être que parfois, certaines choses qu'on fait participent de ça, le rayonnement d'un pays, parce que certains des films qu'on fait peuvent être montrés à l'international. C'est le cas notamment du long métrage qu'on a fait, White Building, de Kavich Ning, qui est l'un des associés originaux historique de Anti-Archive, qui a été montré à Venise, sorti en salle en France, etc. Donc tout d'un coup, on montre une réalité du Cambodge, fait par un Cambodgien, à l'international, dans des grands festivals. Et c'est vrai que du coup, ça donne une représentation et je pense que ça a une importance. Et c'est vrai que c'est l'objectif de le montrer à l'étranger, mais je pense pas en termes de rayonnement d'un pays, etc. Je pense déjà à m'occuper. Non, mais c'est vrai. Faut être honnête, non, mais je reviens m'occuper au sens. Parce que c'est toujours, en tant qu'artiste, tu fais des choses par passion aussi, quoi. Et ça a toujours été ça, ce que je fais. Donc, m'occuper, ça veut dire de trouver des trucs intéressants à faire et que ça te fasse. Et qui te nourrissent aussi, toi, ouais. Et qui te nourrissent spirituellement et humainement. Et donc moi, c'est ce que je fais ici. Donc, parce qu'en fait, si je me dis, tiens, je vais faire carrière à produire des cinéastes cambodgiens, c'était un peu absurde, je dirais, économiquement parlant et en termes d'ambition. Mais en vivant ici, en 2009, la première fois, j'ai rencontré des gens, j'ai eu tout de suite qu'il y avait des regards intéressants. On est devenus potes aussi. Et donc l'amitié, pour moi, joue tout le temps un rôle très important dans tout ce que je fais. Et à un moment, quand j'ai senti qu'ils avaient besoin de producteurs pour les aider à s'exprimer et exprimer ce talent qui existait déjà et qui demandait qu'à être un peu développé, quoi. Et comme moi, j'étais aussi par ailleurs producteur en France, je me dis, bah tiens, peut-être qu'il y a un truc que je peux faire qui peut être utile, qui serait de les accompagner en tant que producteur. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, ce qu'on fait Anti-Archive, c'est produire des films, principalement aujourd'hui de cinéastes cambodgiens nés dans les années 80-90, et maintenant même 2000, qui racontent des histoires souvent contemporaines, qui les regardent et un peu exprimer un peu leur monde, leur façon de voir les choses. Parfois des cinéastes étrangers qui viennent tourner des films au Cambodge, ça nous arrive aussi. Mais on fait aussi d'autres activités. Il y a le ciné-club dont tu as parlé, mais au-delà de ça, on fait des programmations de films parfois hors d'ici, de notre bureau, mais dans d'autres endroits. Ça m'arrive de faire ça à l'Institut français, par exemple, des programmations de films Asie du Sud-Est, en invitant des gens, parce qu'on n'a pas le budget nous, donc on peut utiliser le budget d'autres institutions comme l'Institut français. Mais on fait un festival aussi sur une île. C'est pas moi qui l'organise directement, mais quelqu'un de ma boîte, hein, qui est super, qui est vraiment pour les gens de l'île, notamment beaucoup d'enfants, etc. On édite un magazine de cinéma qui s'appelle Margin, qui est en anglais, c'est 100 pages en anglais, une fois par an. Et c'est le premier magazine de cinéma d'Asie du Sud-Est, où chaque année on choisit 2 pays de la région. La première année, l'année dernière, c'était Philippines et Cambodge. Et à chaque fois, un thème. La première année, c'était piratage. Et c'était pas un brûlot contre le piratage, mais plutôt, je dirais pas un truc pro-piratage, mais comment des textes qui racontent comment le piratage fait partie intégrante de la cinéphilie et de la culture des gens de ces 2 pays, et notamment des cinéastes et des cinéphiles. Et le nouveau numéro qui vient de sortir, c'est Singapour et Vietnam autour du thème des traces, qui permet de parler de l'histoire, des traumas, de la guerre, de la censure, etc. Et on fait des ateliers aussi, on mène des ateliers d'écriture pour les jeunes cinéastes cambodgiens, etc. Donc c'est tout un tas d'éventails de choses qui effectivement participent, je dirais, de faire vivre une communauté artistique et de cinéma dont je fais partie moi en France par exemple, puisqu'il y a une grande cinéphilie en France. J'ai appris moi ma cinéphilie un peu sur internet, sur des forums à l'époque, en discutant de films de Garel, de Wu Xiaoxian et d'Happy Chatpong sur internet tous les jours. Et au Cambodge, à cause de l'histoire, à cause de la région, etc., il y a beaucoup moins de cinéphilie, il y a beaucoup moins d'accès à ces films-là. Donc, quelque part, ce qu'on fait avec les gens qui m'entourent, c'est participer à créer ça, un endroit où aimer les films, où apprendre sur les films, où lire à propos des films, où discuter de films, à faire des films, etc. Et donc, du coup, tout ce qui participe de faire vivre ce milieu-là, on essaie de faire des choses, ouais.
Est-ce que tu te sens cambodgien et est-ce que d'une certaine manière, toutes ces initiatives permettent de rendre au Cambodge? Je sais pas si ça fait sens. Pareil, je pense pas à ça comme ça. Je sais que ça peut, Ouais, que des gens pensent à ça et que ça peut être une bonne motivation, et pas toujours de ma part, mais rendre au Cambodge, non. Je me sens pas redevable, ouais. perso, de quelque chose, ni en mission, un truc comme ça, tu vois. Euh, non, je fais ce que j'aime et j'aime produire, parce que produire, j'ai le mot rewarding dans la tête, c'est gratifiant. Oui. Être producteur, c'est gratifiant, je trouve, j'aime ça. Accompagner des gens, croire en leur talent, voir ce talent éclore et se dire qu'on est pour quelque chose dans ça. Donc c'est aussi par Le rapport à son rendu propre ego, je possible, ouais, trouve. ouais. C'est vrai, hein. Ouais. Faire un festival, j'adore ça parce que je suis social et sociable on fait des fêtes et qu'on partage des films. Donc j'ai toujours aimé ça et donc je le fais un peu pour moi et pour le plaisir de le faire. Donc je me sens pas à rendre un truc. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Non, il y a un autre truc aussi, c'est vrai. Parfois, je prends du recul par rapport à ces assertions un peu trop euh, pleines de certitude. C'est que mon grand-père maternel que j'ai jamais connu, qui s'appelait Van Chan, était un grand producteur de cinéma au Cambodge. Mhm. Dans les années de 60 à 69, jusqu'au moment de sa disparition, parce qu'il a disparu un jour du jour au lendemain. Puis ma grand-mère, sa femme, a été productrice elle-même, a repris le flambeau jusqu'au Khmer Rouge en 75. Donc pendant 15 ans, notre famille, côté de ma mère, était l'un des plus gros producteurs de cinéma au Cambodge. Et c'est une histoire que je connaissais pas du tout quand j'ai grandi, parce que mes parents sont pas dans ça et qu'ils ont eu d'autres choses à faire. Et ils sont occupés surtout à survivre et à construire un avenir pour leurs enfants. Et c'est quand moi-même j'ai voulu devenir cinéaste, que je me suis intéressé à ça, que j'ai rouvert la porte en disant mais au fait c'était quoi ce grand-père, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Et je me suis intéressé à ça et c'est ça qui a nourri mon désir de venir ici. C'est de faire une recherche par rapport à ça. Il faut toujours une raison, et inconsciente ou pas, pour à un moment déclencher l'action. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je suis devenu producteur de films au Cambodge. J'ai produit pas mal de films ici. C'est pas du tout la proportion de mon grand-père, parce qu'il était vraiment le producteur, l'un des producteurs les plus prolifiques Pas du encore. pays. C'est pas mon cas. Et puis, je fais un genre de film très différent. Mais quelque part, il y a un lien qui est chelou quand même de l'histoire. Et ça peut paraître de l'extérieur, de genre, je l'ai planifié, j'ai voulu prendre ma revanche, je sais pas, faire reprendre le fil d'une histoire perdue. Et si c'est le cas, c'est complètement inconscient. C'est parce que je pense pas à ça. Mais de fait, il y a C'est là. quelque chose qui est à voir, Ouais. c'est là. Donc, et il y a quelque chose de l'ordre d'un retour. Tu vois. Ouais. Si j'allais au fond de ce truc-là, je sais qu'il avait un grand cinéma qui est sur le boulevard Monivong, qui est l'un des boulevards principaux de Phnom Penh, à côté du marché central. Bon, j'ai pas l'argent, mais il faudrait que, si jamais j'avais cette idée de revanche, de genre je veux redonner à son nom, etc., il faudrait que je rachète ce Ça serait building ton et que j'en goal, fasse un ouais. centre culturel, etc. Tu vois. Mais ça n'est pas, c'est pas dans ma tête encore pour l'instant. Encore. Mm. Est-ce que tu te sens hybride et dans quelle mesure? Hybride? Ouais. Et qu'est-ce que la double culture, en fait, t'a apporté? Quel impact ça a eu sur toi? Je me sens hybride, j'ai envie de dire oui. Oui, de fait, je le suis, je pense. C'est comme ça. On est des êtres de fait hybrides par notre histoire. Moi, je dis on, tu vois, ce qu'on a en commun, toi et moi, par exemple, et les gens peut-être qui nous écoutent. De fait, c'est nous, quoi. C'est d'être déjà le cul entre deux chaises, entre guillemets, d'avoir appris à switcher de l'un à l'autre, d'avoir grandi dans un pays qui nous a appris, qui nous a inculqué qu'on devait être ça et rien d'autre. Et en même temps, il y avait ce sentiment que mais il y avait pas que ça, en fait. Il y avait autre chose. Et c'est quoi cette autre chose? Et pourquoi je connecte pas avec? C'est quoi? Et d'un moment, le sentir le désir ou pas, et le geste ou pas d'y aller, d'ouvrir la porte et de voir ce qu'il y a derrière. Et du coup, quelque part, cette hybridité, elle est peut-être là en nature, mais elle a grandi. Ça veut dire au sens où c'est par mes actions que quelque part, je suis devenu de plus en plus cambodgien. Je sais pas si aujourd'hui je me définis comme cambodgien ou pas, tu vois. Et quelque part, je ne me pose pas la question, mais de fait, je suis plus cambodgien que je l'étais avant. C'est clair et net. En vivant ici, en parlant la langue, en ayant beaucoup d'amis cambodgiens, en ayant un fils qui est né ici. Mais plus qu'hybride, en vrai, mais bon, c'est peut-être avant plutôt. Mais j'avais ce sentiment assez étrange et qui appartient justement qu'aux gens qui ont cette expérience-là, aussi d'être allés dans le pays des origines, une sorte de schizophrénie, ou en tout cas une étanchéité étrange, de passer d'un monde à un autre. Et donc, c'est pas complètement l'hybridité au sens où ce serait tout le temps, tu vois, dans le mélange, Oui. mais
hop, ça switch. C'est là, quand je suis en train d'écrire ce film un peu sur des souvenirs perso, il y a ce truc qui est un peu particulier d'avoir aussi 2 prénoms. Moi, j'ai 2 prénoms, comme beaucoup Oui, oui. de franco-asiatiques, où on nous a donné un prénom français pour la Oui. société Il y a française, le et puis prénom on a un western, il y a le prénom prénom. Ouais. khmer, cambodgien dans la famille. Et moi, du coup, je sais pas en quoi exactement, mais je sais que ça me constitue quelque part. Le fait que Davy, c'est mon prénom français, et que du coup, à l'école, tous mes amis m'appellent Davy, ma femme m'appelle Davy. Et d'ailleurs, mon gosse qui a 3 ans, il connaît mon prénom principalement français, mais toute ma famille, mes parents, mon frère et ma sœur, mes cousins, cousines, mes oncles et tantes, tout le monde m'appelle jamais Davy et m'appelle par mon prénom khmer qui est Serey. Et du coup, tu sais que tu es les deux. Et les deux sont pas les mêmes, puisqu'en fait, les communautés sont étanches les unes aux autres par rapport à qui utilise le prénom. Et je pense que il y a quelque chose qui joue. Et moi, ça s'est encore plus accentué quand j'ai commencé à vivre entre Paris et Phnom Penh, où les expériences de vie étaient tellement opposées, notamment il y a 15 ans, au début ici, quand c'était pas encore les smartphones dans tous les sens, quand c'était moins connecté, quand il n'y avait pas les groupes de WhatsApp qui donnaient l'impression que tes potes de France, tu les fréquentes tous les jours parce que mais en fait, il n'y avait pas ça avant. Et donc, du coup, quand j'étais au Cambodge, j'étais uniquement ici, avec mon monde ici. Et quand je re-switchais, que je partais en France, c'était le cas, mon premier retour en France, après 1 an et demi de présence ici, en 2010. Hop, c'était très étrange comment tout d'un coup, dès que j'ai mis les pieds en France, j'ai reconnecté directement avec ma vie parisienne, avec l'impression que cette année et demie au Cambodge, elle avait presque pas existé, que c'était un vieux songe très lointain. Et ça, peut-être c'est de l'hybridité, j'en sais rien. En tout cas, c'est une expérience particulière et un sentiment au monde particulier qui est particulier, je pense, à ces expériences-là, quand on a vécu ça. Ouais, Et quand on revient de ça. de te revenir à une culture. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est bizarre et c'est un truc difficile à mettre avec des mots. Et c'est pour ça, dans le Retour à Séoul, par exemple, dans mon film, je voulais pas filmer en France, parce que l'expérience qu'elle vit en Corée, elle est uniquement en Corée, elle n'est incompréhensible par les gens et c'est pour ça qu'il y a très peu les parents adoptifs, par exemple, dans le film. Je sais que beaucoup des parents adoptifs qui voient le film, ils sont un peu heurtés, genre, on est où on est un peu Mais c'est bon, invisibilisés dans l'histoire. Ils ont déjà plein de films sur eux, des trucs, et ils n'ont pas besoin de ça. Mais quelque part, il y avait un geste de presque d'égoïsme du personnage et du film en les excluant de l'histoire, qui, moi, me semblait juste par rapport à l'expérience des adoptés quand ils retournent dans le pays d'origine, qui est tout d'un coup, il faut qu'ils le gèrent eux-mêmes, il y a un truc à gérer eux-mêmes et ils peuvent pas, c'est étanche par rapport à la vie d'avant. Avec toute la cruauté que ça peut porter. J'ai trouvé aussi que l'incompréhension avait une grande place dans ton film, notamment quand tu mets pas les sous-titres sous les dialogues en coréen, qui en fait renforce encore plus le fait que tu arrives et t'es française et t'es en mode waouh, mais on me parle mais je comprends pas. Ouais. C'est ça, en tout cas, le jeu d'être baigné projeté dans un environnement et d'entendre des voix et de pas comprendre et de sentir intuitivement parce que ça vient de quelque part, etc. et tout, c'est un truc que j'ai vécu, que je sais que beaucoup de gens ont vécu et que je voulais aussi mettre dans un film parce que j'ai pas eu souvent, en tant que spectateur, l'expérience de retrouver ça, qui est une expérience de désorientation très, très particulière et assez dingue, quoi. Une dernière question. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à ton toi plus jeune, quel serait-il ? Il écouterait pas de toute façon, mais un conseil d'un vieux comme ça, mais non, je sais pas, bateau, mais je dirais vas-y, fonce, ce que j'ai fait de toute façon, et fais-toi confiance, tout simplement. Je pense que c'est ça, fais-toi confiance. Donc tu vois, mais tu vois, c'est pas des conseils originaux au sens où c'est des trucs bateaux à dire, mais j'y crois vraiment. Enfin, j'y crois vraiment. Tu vois, là, à 41 ans, de repenser tout ça, je dis bah ouais. Vas-y, fonce, fais. Mais pas. Est-ce que tu as le sentiment. Parce qu'on a des doutes, évidemment. Et ces doutes, ils nous empêchent parfois d'avancer ou de faire des trucs et tout. Et je pense qu'en fait. Est-ce que tu as le sentiment d'être là où tu dois être maintenant ? Ouais, carrément. Mais c'est pas une question d'accomplissement ou de choses comme ça. C'est presque une question philosophique de je suis où je suis et du coup, c'est là où je devais être, tu vois. Ouais, mais je veux dire, même en termes de sentiment, pas d'accomplissement du tout, mais je sais pas, il y a un sentiment qui te fait dire, ok, là je suis bien et c'est ça mon home, c'est ça ma maison, je sais pas. Non. Ok. Je suis là où je dois être maintenant, mais c'est pas mon home et ma maison, ça l'est en ce moment. Et ça me satisfait parce que j'ai décidé d'être là et j'y suis. Et ça se trouve, demain, je serai ailleurs. Et ça se trouve, je vais retourner en France, ça se trouve, je vais vivre ailleurs. Ça, pour le coup, j'ai pas d'appréhension par rapport à ça. Et je crois pas aujourd'hui avoir l'objectif ou le désir
Mais bon, c'est bizarre. J'allais dire d'élire un endroit qui soit home et qui soit ça, tu vois. Mais c'est ça, la fin de Retour à Séoul, par ailleurs, elle raconte ça, tu vois. Ça veut dire, il y a ce désir, évidemment, universel, notamment dans les histoires, de encore plus quand on est abandonné, adopté, mais aussi dans les questions de double culture, de trouver la question que tu posais, ça veut dire où est-ce qu'on habite, c'est quoi la maison, où est-ce que j'appartiens, et évidemment la question derrière, qui je suis. Mais la fin de Retour à Séoul raconte précisément que la question est ouverte. Elle va rester. Ouais. Et Freddy, elle continue à la fin. Elle est née en Corée, elle est née en France. On ne sait pas où elle est en Roumanie en vrai, mais on ne sait pas ce qu'elle fait. Et elle non plus, elle est toute seule, mais elle continue à avancer, à chercher, à être au monde. Et donc là, je suis là et je suis pas en mode non plus, je sais exactement qui je suis. Au contraire, parfois aussi j'ai des doutes sur qu'est-ce que je fais ici, est-ce que c'est la bonne chose, quel virage j'ai pris dans ma vie qui fait que je suis ici et j'aurais pu prendre d'autres virages. Et ça m'arrive de refaire le fil en me disant tiens, c'est marrant comment la vie, tu décides des choses et elle décide aussi pour toi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, le Cambodge est une belle maison et je sais pas pour combien de temps. C'était joli ta formulation de dire être au monde. Ouais, je trouve ça très poétique. Ok, merci beaucoup David. Avec plaisir, Zoé, c'était cool la discussion. D'avoir reçu, d'avoir discuté avec nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De finir mes scénarios là, c'est mon c'est le plus important là. Il faut que je tourne un film bientôt. Merci d'avoir écouté cette conversation. Pour nous soutenir, retrouvez-nous sur Instagram @hybridsconvos ou encore sur Substack pour des contenus écrits plus longs. N'hésitez pas à prendre part à la conversation en nous envoyant un message ou en commentant. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt!